Bonjour, bienvenue sur Toutes nos différences. Merci beaucoup de nous rejoindre en ce début d'année. Donc tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année à toutes et à tous. Aux enfants, aux adolescents et aux adultes, un maximum de bonheur, un maximum d'épanouissement pour cette année. Et nous, sur cette chaîne, on va essayer tout au long de cette année de vous apporter un maximum d'outils, un maximum d'informations pour soulager votre quotidien et faire en sorte que les choses s'améliorent de plus en plus. En espérant que l'inclusion au sens général du terme, quand je parle d'inclusion, pour moi, c'est permettre aux personnes TSA et à leurs familles de pouvoir faire des vrais choix. Pour moi, c'est ça l'inclusion, c'est le fait d'avoir le choix de sa vie et de ne pas être limité par des fausses croyances des uns et des autres, comme quoi les enfants ne sont pas capables de toute façon il est incapable, de toute façon il ne pourra pas avoir accès. Justement, quand on fait de la prise en charge, quand on a un accompagnement qui est adapté, et tous ces choix-là, on peut les faire de plus en plus, et en tout cas il faut y croire à 200%, et c'est ça que je vous souhaite pour cette nouvelle année. Pour cette première vidéo de l'année 2022, je voulais un petit peu faire un truc un peu général et puis en même temps pousser un petit coup de gueule par rapport justement à l'accompagnement, à la prise en charge, à la prise en compte des spécificités de fonctionnement des personnes qui ont des troubles du spectre autistique. C'est le vécu perceptif. Quand on établit un diagnostic de TSA, on va tout le temps, au final, baser notre diagnostic sur une face émergée de l'iceberg, c'est-à-dire des troubles de la relation, des troubles de la communication, des troubles du comportement. Mais cette phase-là, c'est un petit peu comme si on disait à quelqu'un dans la rue « il boite ». Donc on va poser un diagnostic parce qu'il boite. Donc le diagnostic, c'est « il a mal ». Enfin, il a mal au pied. Justement, c'est même pas la réflexion de pourquoi il boite. C'est juste, comme il boite, du coup, c'est un boiteur. Voilà. Et comme il a des troubles de la relation, comme il a des troubles de la communication et comme il a des troubles du comportement, il est TSA. Ok, donc ça c'est important parce qu'effectivement on prend en compte. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vécu perceptif, il y a une face immergée de l'iceberg. Et cette face immergée, on la prend vraiment très peu en compte. Et c'est ça, moi, dans mon accompagnement et dans mon quotidien, dans notre quotidien, dans la chaîne Toutes nos différences, ce pourquoi on se bat, c'est-à-dire prendre en compte pourquoi l'enfant il a des troubles de la communication, pourquoi il a des troubles de la relation. Et il y a un vécu perceptif des personnes TSA qui, heureusement, est de plus en plus pris en compte et de plus en plus aussi prouvé, non seulement par tous les témoignages des personnes TSA qui peuvent parler, mais aussi par rapport aux recherches scientifiques. Et dans le DSM-5, dans la dernière classification qui est apparue, on voit enfin une cause de ce vécu perceptif différent qui est mise en avant, qui est les troubles sensoriels, les spécificités du traitement de l'information sensorielle. Et ça, c'est hyper important à prendre en compte parce que du coup, on commence à réfléchir à pourquoi la personne boite. La personne boite parce qu'elle a un pied cassé ou parce qu'elle a une entorse à la cheville. Et donc, forcément, une personne qui boite, on va dire, tiens, comme elle boite, on va rééduquer sa marche. Mais si la personne elle a mal derrière, on peut rééduquer la marche autant qu'elle veut. Si la personne elle a une fracture, tant qu'on ne va pas soigner la fracture, on va apporter un mieux-être, mais on ne va pas répondre aux vrais besoins de la personne qui boite. Et pour les personnes TSA, c'est la même chose, c'est-à-dire que tous les outils de rééducation, d'accompagnement sont hyper importants et permettent de diminuer les troubles du comportement, permettent d'aider à l'accès aux apprentissages, de débloquer de la communication, plein de choses. Et tous les outils vraiment cognitivo-comportementaux qui sont mis en place sont hyper importants. Mais derrière, si la personne a des troubles sensoriels importants, si on n'y répond pas à ça, on ne va pas régler le vécu perceptif de la personne. On ne va pas amener une compréhension, on ne va pas amener la personne TSA à se dire « Ah je suis compris par mon milieu extérieur ». J'entends trop souvent « Ah oui, il doit avoir une hypersensibilité auditive ». Ah oui. Et donc oui, il a le pied cassé, et puis quoi? Et puis on le laisse avec ses béquilles toute la journée ou toute la vie parce qu'il a le pied cassé?
il faut bien qu'on soigne la fracture. Dans les troubles sensoriels, c'est la même chose, il faut bien qu'on agisse là-dessus. Et c'est pour ça qu'on fait des vidéos, c'est pour ça que je vous apporte aussi des outils qui vont agir sur les troubles sensoriels, pour diminuer le vécu perceptif. Imaginez-vous au niveau du... Quand je parle de vécu perceptif, c'est comme si vous étiez toute la journée en boîte de nuit, par exemple. Donc, vous êtes en boîte de nuit, vous êtes dans une stimulation multisensorielle intense, très très forte, et on vous oblige à apprendre, on vous oblige à répondre à des consignes, on vous oblige à être attentif, à pas faire attention à la musique qu'il y a et qui est à un volume sonore extrêmement important. On vous reproche de ne pas écouter ce qu'on vous dit, alors qu'il y a 40 millions d'autres informations sensorielles que vous n'arrivez pas à gérer et que vous n'arrivez pas vraiment à hiérarchiser. Voilà. Et nous, en tant que neurotypiques, on ne supporterait pas ça. On dirait, bon, bah, ça suffit, faut faire quelque chose, ou alors on sort de boîte de nuit si vraiment tu veux m'apprendre quelque chose. Moi, quand je fais des formations et que je mets tout le monde en situation, très vite, les gens, ils me disent, on peut arrêter, parce que là, j'ai mal à la tête, ou je suis énervé, ou j'ai envie de sortir. Mais c'est ça, l'absence de tri neuronal. C'est ça, le fait que les personnes TSA ne peuvent pas faire, c'est-à-dire trier l'information neurologique, sensorielle, pardon. D'un point de vue neurologique, ils n'arrivent pas à trier l'information sensorielle. Tout est capté sur le même plan, tout arrive sur le même plan. Donc, ils sont dans cette situation-là. Il faut bien la prendre en compte, donc déjà le savoir, donc ça c'est hyper important, et puis ensuite, après, bah, qu'est-ce qu'on fait pour les aider ? Et c'est ça, il y a une personne qui boite. On va essayer de savoir pourquoi elle boite. Et ça, dans le milieu du paramédical, dans l'accompagnement des personnes TSA et même troubles neurodéveloppementaux en général, souvent on ne se pose pas la question, c'est-à-dire il a un trouble du comportement, il a un trouble de la communication, et ben on va travailler là-dessus pour faire en sorte qu'il ait plus de troubles du comportement, pour faire en sorte qu'il puisse communiquer, pour faire en sorte on va faire des habiletés sociales. Ok, mais pourquoi ? Le nombre, moi, d'exemples de familles, d'enfants où je me rends compte qu'ils ne supportent pas être en classe parce qu'ils ne supportent pas le bruit, tout simplement. Et quand on met en place des casques, quand on prend en compte le fait qu'il y a une hypersensibilité auditive, qu'on travaille là-dessus, bah, tout d'un coup, ils supportent bien d'être en classe. Tout d'un coup, ils supportent de sortir dans la rue. Et ça, voilà, c'est trop peu pris en compte. Pourtant, quand on voit quelqu'un boiter, on va lui demander pourquoi il boite, on va lui demander s'il a mal. Alors c'est sûr que si la personne peut parler, ça va aider. Mais si la personne ne peut pas parler, quand on voit un pépin physique, eh ben, on va faire des explorations, on va faire des radios, on va essayer de savoir. Et il y a une fausse croyance qui est encore là, qui est on ne sait pas pourquoi on est autiste, on ne connaît pas les causes. Et puis, il y a plein d'élaborations. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des spécificités du traitement de l'information sensorielle. Il y en a. Donc, à partir du moment où il y en a, il faut qu'on les prenne en compte. Il faut qu'on soulage cette information sensorielle. Et d'un point de vue neurologique, on peut faire des expériences, on peut faire de la désensibilisation pour faire en sorte que, justement, on diminue leur incapacité d'adaptation au monde parce que eux ont un vécu perceptif différent. Et ce vécu perceptif-là va forcément générer de l'incompréhension, un sentiment d'injustice, des angoisses, du stress, un sentiment de rejet. Et imaginez-vous vivre tout le temps dans un monde un petit peu parallèle parce que eux, ils croient que tout le monde est pareil et nous, on croit que tout le monde est pareil au niveau sensoriel. On croit que tout le monde entend la même chose que nous. Mais eux, c'est pareil en fait. Eux, ils supportent pas des bruits, ils supportaient pas certaines lumières, ils supportent pas certains touchés et ils se demandent pourquoi on continue à leur faire subir ça. Et ils ne comprennent pas pourquoi eux ne supportent pas alors que nous on supporte. Souvent, je commence à m'occuper d'enfants sans communication, sans qu'ils puissent vraiment partager leur vécu perceptif. Et puis, au fur et à mesure de la prise en charge, au fur et à mesure de leur évolution, ils commencent à parler, ils commencent à pouvoir s'exprimer. Et ça c'est assez magique parce que justement, on voit ce qu'ils sont capables après de dire. En disant, mais moi je croyais que tout le monde était comme ça. Moi je croyais que tout le monde entendait ça.
Moi, une fois, il y a une petite fille qui a 5 ans qui m'a dit « T'as changé ma vie quand tu m'as mis un casque sur les oreilles ». Vous voyez, c'est des trucs comme ça, et effectivement, ça a changé sa vie. Dans quel domaine ça a changé sa vie? Elle ne supportait pas de sortir où que ce soit. On habite à Paris, elle ne supportait pas aller dans la rue. Forcément, à Paris, au niveau bruit, on est bien servi. Au niveau des voitures, au niveau des klaxons, des vélos, des gens qui parlent. On est vraiment, vraiment, vraiment bien servi au niveau du bruit. Elle supportait pas, elle faisait des crises, elle roulait par terre. Sa mère, la première fois qu'elle arrivait dans l'association, dans ma prise en charge, elle me disait mais c'est une catastrophe, je sais pas quoi faire, c'est horrible, et elle pleurait, elle était effondrée. J'ai très vite, on a fait un bilan sensoriel, j'ai très vite vu que quoi qu'il arrive, il y avait une énorme hypersensibilité auditive. J'ai proposé de mettre un casque, elle a mis un casque à l'enfant qui l'a accepté. Et 2 semaines après, elle pouvait aller dans la rue sans faire de crise. Donc elle est toujours autiste, vous voyez, ça c'est sûr. Et elle a toujours besoin d'accompagnement, et ça va pas tout régler. Par contre, elle peut sortir dans la rue, par contre, elle peut écouter l'autre, elle peut avoir accès aux apprentissages, et elle est plus virée de l'école. Vous voyez, et ça, c'est pourquoi? Parce qu'on a pris en compte son vécu perceptif. Parce qu'on apporte une solution sensorielle. Et quand on parle d'objets, de casques, de couvertures lestées, de lunettes de soleil, tous les objets que je vais mettre en avant dans les différentes vidéos et qui ont déjà été mis en avant dans les autres vidéos, c'est déjà prendre en compte le vécu perceptif, et c'est un petit peu comme des béquilles. On prend en compte que la personne qui boite a besoin d'être aidée pour mieux marcher, pour moins avoir mal. Donc on donne des béquilles. Par contre, ça ne va pas résoudre encore le fond. C'est-à-dire qu'une personne qui a le pied cassé, on lui donne des béquilles, elle va nous dire merci, parce que quand elle va marcher, elle va pouvoir se soulager, mais ça reste des béquilles. Donc il va falloir s'occuper du fond, soigner la fracture, ou en tout cas la diminuer. Et dans la rééducation sensorielle, dans la prise en compte des spécificités sensorielles, la désensibilisation des choses, on fait ça, on diminue la fracture, on diminue les choses. Donc on ne va pas résoudre tous les problèmes, je ne suis pas en train de vous dire que le sensoriel est la base de tout et la cause de tout, mais quand même de beaucoup de choses. Mettez-vous 2 secondes à la place, c'est-à-dire qu'il y a des sons que vous ne supportez pas, il y a des sensations que vous ne supportez pas, mais vous ne les supportez pas juste de temps en temps, tout le temps. Et tout le temps, vous êtes tout le temps en train de les subir. Et sans que qui que ce soit s'adapte à ça, et sans que vous puissiez aussi vous adapter de manière vraiment très adaptée. Donc soit la personne compense à mort, soit elle n'arrive pas à compenser, et du coup, il y a des troubles du comportement. Et c'est logique, si vous êtes tout le temps dans une boîte de nuit, et qu'on n'arrête pas de vous dire « Oh mais t'es pas attentif, ah mais puis tu fais pas ça, et puis tu fais pas ça, et puis oh là là, ça va pas, et puis oh mais tu m'écoutes pas ». Mais non, mais il faut apprendre à fonctionner comme ça. Il faut apprendre à pouvoir focaliser son attention sur les choses, et surtout avoir la capacité neurologique de pouvoir le faire. Et ça, toute la mise en place d'une prise en charge, d'un accompagnement, parce que c'est pas une prise en charge l'histoire de il faut absolument aller voir un professionnel. Non, c'est aussi le but de ces vidéos, c'est aussi vous donner des outils à vous, chez vous, soit en tant que famille, soit en tant d'accompagnant, ou d'enseignant, de comprendre ce qu'on peut mettre en place au quotidien, les choses faciles, même si ça dure 1 minute, même si ça dure 50 secondes, 30 secondes, ou même 5 minutes si on a plus de temps, c'est plein de choses qui vont créer de nouvelles connexions neurologiques, plein de choses qui vont permettre de désensibiliser, de sensibiliser, et de faire en sorte que l'enfant comprenne beaucoup mieux les choses et soit beaucoup plus attentif et moins agressé par l'ensemble des stimulations sensorielles. J'espère que cette vidéo vous a apporté un petit peps pour cette année 2022, pour qu'on se lance une bonne dynamique de compréhension et d'accompagnement. Abonnez-vous aussi à la chaîne, comme ça vous aurez les réponses à d'autres questions et vous aurez tous les différents sujets qu'on va aborder. Et puis je vous souhaite à tous et à tous vraiment une très bonne journée et une très belle année 2022 qui part sur une très bonne dynamique d'accompagnement et de réponse, d'éléments de réponse. Au revoir, merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus et recevoir votre vidéo gratuite sur les spécificités sensorielles des personnes avec autisme et mieux comprendre leur comportement,
N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo.